dire un petit peu où est-ce qu'on en est donc, de la gestion de la contagion à l'IHU avec le projet finalement de ce que l'on va faire à l'IHU pour gérer la contagion, ce qui est en cours et ce qu'on espère être après la lumière. Bon, c'était juste une petite note historique sur la contagion et Marseille et son historique. Donc vous voyez que la lutte contre la contagion, ce n'est pas quelque chose de relativement récent à Marseille, puisqu'il y a eu un certain nombre d'établissements qui ont été construits justement pour pouvoir lutter contre la contagion depuis très longtemps. Donc pour moi, ce que j'ai retrouvé plus vieux, effectivement, c'est 1120, le Fort Saint-Jean, qui avait été dédié à ça, puis le lazaret catalan. L'Hôtel Dieu, donc en 1643, puis il y a eu un autre lazaret à Arinques, en 1814, et puis l'hôpital de Caroline, que tout le monde connaît, qui a été construit sur l'île Ratonneau en 1823, large de Marseille, qui a toujours été ressenti comme un chef-d'œuvre d'architecture hospitalière. En fait, il avait été construit pour la fièvre jaune. On sait qu'elle n'est pas transmissible en interhumain, mais elle a permis d'isoler efficacement la peste, le choléra, la variole, le typhus à l'époque. En 1926, donc, a été construit le Queen Alexandra Memorial Hospital, qui est un hôpital essentiellement financé d'ailleurs par les Anglais. Et puis, en 1949, l'hôpital de la Calade, qui est devenu en 1978 l'hôpital de Fouet-de-Boigny, à la Calade. Et c'est à peu près un peu plus tard, dans les années 90, je suis arrivé, moi, dans les années 90, à cette période-là. Et c'est en 1995, il y a eu la première grande épidémie d'Ebola au Zaïre, qu'on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour prendre en charge des patients, entre guillemets, hautement contagieuses, avec des maladies très contagieuses. Et donc on avait déjà à l'époque imaginé sacrifier une partie de cet hôpital pour faire ça. Et puis c'est ce qui nous a en fait lancé dans le projet de faire des champs d'isolement sur le CHU Nord. Et puis il y a eu la période 2001-2002, c'est l'anthrax, donc vous vous souvenez tous, avec la prise en charge des poudres, le plan variole. En 2003, le bon professeur Raoult qui fait son rapport sur le bioterrorisme. En 2004, on a commencé à avoir les premiers cas de SARS à l'hôpital Nord, quand le service a migré sur l'hôpital Nord. Et le plan variole à cette époque est devenu plan biotox. Et puis en 2006, on a ouvert donc, le premier, ce qui était à l'époque le premier service en NSB3 réellement, dans le bâtiment qui s'appelle maintenant bâtiment Frigo, l'hôpital Nord. Et puis en 2008, on a créé ici les premiers POC, en fait, c'est-à-dire diagnostic rapide au lit du patient. Donc voilà un peu le cheminement finalement historique de la prise en charge de la contagion en Marseille. Alors après, on s'est penché toujours dans cette historique. Dès 1996, on a commencé à travailler sur la désinfection hydroalcoolique à l'époque. En 1998, et ça c'était toujours à l'hôpital Fouet-de-Boigny, on a mis en place les premiers distributeurs d'alcool bedside, que vous voyez à droite. Alors, ils n'étaient pas orange à l'époque, ils étaient blancs. On a changé la couleur après. On a généralisé tous ces distributeurs d'alcool à la PHM en 2005. Voilà, et puis c'était juste pour noter qu'on est au plein de la PHM, enfin l'équipe est au plein de la PHM depuis très longtemps, puisque c'est Michel Dancourt qui l'avait inauguré en janvier 1996, ou peut-être même avant, je ne me souviens plus si c'était exactement ça. Après, il y a eu Bernard, qui est à l'Ascola, qui a été président du Tain, et l'actuel président du Tain, qui est Pierre-Édouard Fournier. Voilà, donc avec ça, effectivement, le service à Nord a été, et le laboratoire ont été, dès le début de l'époque biotox, référents pour tout le sud de la France pour la prise en charge de ces pathologies hautement contagieuses. Alors, quels sont les problèmes? En fait, les problèmes que l'on a à gérer en règle générale, mais en particulier ici à Marseille, mais il y a plusieurs problèmes d'importance. Peut-être le plus important en termes de mortalité, vraisemblablement, c'est les infections sur cathéter qui sont un vrai problème. Donc, c'est une approximation, mais on sait que c'est un très gros problème de soins. 50% des bactéries sont associées aux soins. Actuellement, c'est ce qui est raconté. La mortalité est relativement importante. 20 pour 100 000 habitants en fonction des études. Quatrième cause de mortalité, c'est vraiment un problème très très important, c'est l'infection sur cathéter, donc il faut s'en occuper absolument. Vous avez vu que Clostridium difficile, c'était un problème important pour ceux qui ont un peu circulé dans les services actuellement, avec une mortalité très élevée. Vous
Vous savez qu'actuellement, les BMR sont aussi des problèmes relativement importants. Et puis, entre autres problèmes, les problèmes de grippe, notamment dans le personnel, le problème de la vaccination du personnel. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a un centre de service de Nord qui fonctionne, et c'est là qu'on a pu prendre en charge, notamment les suspicions de SARS, etc. Mais actuellement, on a pris en charge cette épidémie de Tuberculose difficile au 27, qui a démarré en 2013. Donc, c'est là où on les a pris en charge pour les traiter. On a traité les rechutes, et c'est là où Jean-Christophe s'est fait la main au départ sur les premières greffes fétales. Ça, c'est juste pour vous donner un peu des chiffres. Et regardez où sont les BMR à l'hôpital, finalement à la PHM. Et on voit que les BMR sont extrêmement distribués dans à peu près tous les services de la PHM. Bien sûr, beaucoup en réanimation, mais de façon relativement importante en médecine interne, énormément de BMR en médecine interne. Et aux urgences, on voit que finalement, en dehors de la réanimation, c'est la médecine interne et les urgences qui ont le plus grand nombre de bactéries multirésistantes. Ça, c'est pour vous dire comment ont été répartis les gens qui ont eu la grippe pendant la pandémie grippale. Vous voyez qu'il y avait 41% des grippés qui étaient en maladie infectieuse, 22% qui étaient en soins intensifs, ce qui se justifiait, mais ils étaient énormément distribués. Et quand on regarde la distribution par UF à l'époque de la grippe pandémique, on se rend compte qu'il y avait des patients grippés à peu près dans toutes les unités fonctionnelles de la PHM. Donc, on voit que ce n'était pas du tout géré probablement en termes de contagion. Et la résultante de ça, c'est que pendant cette période pandémique de grippe, eh bien, il y a eu un certain nombre de cas de grippe dans le personnel, 122 cas. On voit bien que les plus touchés ont été d'une part les infirmières, enfin, le personnel soignant et les médecins. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que en fait, il y a eu 5 épidémies intra-hospitalières pendant cette période de pandémie grippale, et qu'aucune n'a eu lieu en maladie infectieuse, 0 personnel n'ont eu la grippe en maladie infectieuse, alors qu'il y a eu 3 épidémies, une dans des lits de pédiatrie à la Timone, aux urgences de Sud et aux urgences de Nord, en urgence adulte, en radiologie et à la pharmacie. Donc on voit qu'il y a un vrai problème de gestion de la contagion intra-hospitalière. Ça, c'était à l'époque la vaccination, et vous voyez que la vaccination antigrippale avait été relativement bien suivie par les médecins, très mal suivie par le personnel soignant. Et enfin, la dernière problématique en termes d'épidémie qu'on a eu dans les hôpitaux, c'était la rougeole. On a eu une grosse épidémie, une épidémie de rougeole intra-hospitalière chez notamment les étudiants et les jeunes personnels de soins, les infirmières et autres, entre 20 et 30 ans, qu'on avait vu en novembre 2010. Donc les objectifs de l'IHU, c'est d'une part d'essayer de développer un certain nombre d'outils de surveillance et de mise en place un certain nombre de mesures pour éviter et lutter contre cette contagion intra- ou extra-hospitalière. Et donc, une des premières objectifs, c'était d'analyser la transmission de la contagion. Alors, il y a plusieurs choses, mais on est en train de travailler avec l'Institut de physique théorique, avec Alain Barra, qui est là-bas, qui possède des puces RFID actives qui peuvent déterminer si les gens sont en contact ou pas. Donc là, on a un projet qui est de mélanger cette technique-là avec la technique dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est média en trace. Et on va essayer de l'utiliser pour avertir les personnels quand ils sont en contact de gens qui sont susceptibles de transmettre par voie aérienne un pathogène. Donc l'idée, c'est de savoir si, par exemple, on met ça à un malade qui a une tuberculose XDR et à des personnels, mais quand ils vont rentrer à un contact raisonnable avec le patient, ils seront avertis qu'ils sont entre guillemets en danger, et donc un certain nombre de mesures sont à prendre. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Optimiser l'isolement, ça c'est surtout un problème d'architecture et de formation. Donc pour ça, je vous l'ai dit, aujourd'hui on avait Nord, et donc demain à l'IHU, on va être sous cette forme-là, c'est-à-dire que ça c'est la partie rez-de-chaussée du futur IHU, avec en haut la consultation conseil aux voyageurs, l'hôpital de jour à votre droite, et toute la zone en bas qui sont les consultations. Donc il va y avoir des caméras thermiques qui vont être à l'entrée du grand hall de l'IHU et partout ailleurs, qui vont être là pour détecter les gens qui vont avoir de la fièvre. Donc, si un patient ou d'ailleurs un personnel arrive et qu'il est en bonne santé, comme ce petit binôme bleu, il va pouvoir aller soit à l'hôpital de jour, soit à la consultation, soit effectivement au conseil de voyageurs. Mais s'il est porté pâle parce qu'il a de la fièvre, le détecteur va le détecter
Et donc, on va fermer cette porte d'entrée et il va être obligé de passer par l'intermédiaire du SAS, une zone qui est faite exprès pour faire le diagnostic des gens qui sont contagieux. Vous voyez, je vous montre ici, juste là, à côté, il y a le POC. Alors, je ne sais plus celui-là, il y a le POC. Donc, on a ici de quoi faire le diagnostic rapide. Et donc, les gens vont rentrer dans cette zone. Et donc, on va pouvoir ici donc, les tester, les examiner, etc. S'ils nécessitent une hospitalisation, à ce moment-là, ils seront transférés directement par cette voie au 3e étage et hospitalisés dans un des premiers modules du secteur d'isolement du NSB3 au 3e étage. En admettant qu'on soit dans une période épidémique, eh bien, tous les gens passeront là. On peut élargir, c'est quand on a eu la pandémie grippale par exemple, on peut faire du test, du screening dans les consultations et on peut isoler la totalité des consultations et puis s'il y a besoin, ouvrir un 2e module au niveau 3 de l'hôpital ou éventuellement ouvrir la totalité des modules pour hospitaliser l'ensemble. Donc ça fait 25 lits qui sont disponibles pour pouvoir effectivement hospitaliser les malades hautement contagieux. Créer des méthodes, des outils d'évaluation pour améliorer la compliance du lavage des mains. Ça c'est pour ceux qui sont dans le service, vous l'avez vu. Pour les autres qui ont déjà vu ça, donc c'est médian de trace. Donc je vais passer un peu plus rapidement parce que vous avez déjà vu ça. Donc le principe est de détecter par l'intermédiaire de sabots et d'antennes le passage des soignants sur les antennes et de savoir si avant d'arriver autour du lit, qui est en fait l'antenne numéro 4, ils ont pu se désinfecter les mains ou pas. Donc ça c'est quelque chose, ça fait 3 ans qu'on développe ça, donc on a un certain nombre de variables qu'on peut recueillir par ce système qui est extrêmement puissant, parce qu'il analyse beaucoup de variables. Donc je vais vous donner quelques résultats maintenant qui sont un peu confortés. Donc vous voyez que ce système sur une analyse qui a duré pendant 5 mois en continu, nuit et jour, donc où on a rentré dans le système à peu près 1 million de données, 1 million de data, vous voyez que donc on a des résultats qui sont assez solides. Il y a 22% des gens qui se lavent les mains, qui se désinfectent les mains avant de rentrer en contact, donc avec le patient, dans la zone du patient. Il y en a 21% qui se lavent les mains après être rentrés en contact. Bien entendu, nous on considère comme inacceptable le après le contact. Ce qui est important, c'est avant le contact. Et donc tout ça fait que globalement, l'inacceptable, c'est 77,4% des gens, c'est-à-dire qu'en pratique, il y a 77% des gens qui ne se lavent pas correctement les mains, on va dire comme on le souhaiterait, avant de rentrer en contact dans cette zone. Dans les 22% qui le font, vous voyez qu'il y en a 16% qui le font avec le SHA extérieur à la chambre, c'est-à-dire avant de rentrer dans la chambre, et il n'y en a que 6% qui le font avant de toucher réellement le malade, c'est-à-dire avec le SHA qui est à l'intérieur. Ce ne sont pas des résultats qui sont extrêmement bons, comme vous le voyez, mais qui traduisent probablement la réalité. On verra. La deuxième chose qui est importante, c'est que, eh bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'hygiène est typiquement individuelle. Chaque individu est soit un très propre, soit un pas propre, soit un moyen propre, mais il a toujours la même fréquence de lavage des mains en pratique. Et donc, ce qui est très important pour ça, c'est qu'on ne peut pas avoir en fait une action globale. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a 30% de gens seulement qui se lavent les mains que dedans ces 30%, il y en a qui font 100%, il y en a qui font jamais 0%. Donc c'est très individuel le lavage des mains. Il y a effectivement, l'architecture joue un rôle, c'est-à-dire qu'en fonction de l'emplacement des aérosols, on voit bien que toutes les chambres ne sont pas égales en termes de lavage des mains. Donc il y a effectivement un rôle de l'architecture. Par exemple, ce qui paraît assez logique, mais bon, c'est pas toujours vrai, quand on a le dispositif qui est caché par la porte, eh bien, effectivement, on a un moins bon lavage des mains que quand le dispositif est relativement facile à avoir. Alors après, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, le patient a, enfin, il y a entre guillemets, pas vraiment un effet patient, mais chez un même patient, plus sa durée de séjour est élevée, et finalement, plus on se lave les mains. Donc, est-ce que là, il y a, je ne sais pas quelle est l'explication à ça. Ce qui est intéressant, c'est que les parcours courts, quand on fait des parcours très courts, en fait, on a un moins bon lavage des mains que quand on fait des parcours plus longs. Alors, dans ces parcours courts, on va voir qu'il y a vraisemblablement un certain nombre de ces parcours qui sont des parcours très courts, c'est-à-dire on va donner le médicament, ou par exemple on va servir le plateau repas. On va voir que ce sont des choses qui sont relativement fréquentes, et effectivement le lavage des mains dans ces actions est très mal respecté. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un effet entraînement, et ça c'est très net. C'est-à-dire que moi je pensais a priori
que plus on était dans la chambre, moins on allait se laver les mains parce qu'il y avait un encombrement stérique. En fait, c'est complètement faux, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus il y a d'individus dans la chambre, et plus les gens se lavent correctement les mains. Et ça se vérifie à chaque moment. Il y a vraisemblablement, et ça on retombe un peu sur l'effet observateur qui est un des énormes biais des méthodes d'audit OMS, c'est que dès que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, vous vous sentez, vous devez plus vous laver les mains. Donc il y a cet effet qui est relativement important. Et on a pu vérifier que cet effet était un effet uniquement d'entraînement, sans être un effet lié à une personne, à un bon laveur. C'est-à-dire qu'on a regardé si un bon laveur avait une influence plus importante que quelqu'un d'ordinaire. Ben, c'est pas vrai, en fait. Que vous soyez un très bon laveur, c'est pas parce qu'il y a le chef, finalement, où vous lavez mieux les mains, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre, point barre. D'accord ? Ça dépend des chefs. Hein ? Ça dépend des chefs. Mais on a 3 personnes qui sont à 80% de lavage des mains. Ben, aucune de ces 3 personnes n'a une influence, donc si tu veux, alors après c'est... Si je suis dans la chambre, ça va. Hein ? Si je suis dans la chambre, ça va. Oui, mais pas plus que si quelqu'un d'autre est dans la chambre. C'est vrai, il se lave les mains, mais pas plus que si quelqu'un d'autre est dans la chambre. En tout cas, on pourra faire le test, de toute façon, puisqu'on aura l'occasion de le faire, on pourra le faire. Mais pour l'instant, effectivement, c'est l'effet individu qui est, et non pas l'effet personne au titre de la personne elle-même. Alors, ce qui est intéressant, donc ça, on peut, avec cette machine qui est très puissante, aussi avoir un œil plus fin sur les activités des gens. Et par exemple, quand on découpe la journée en tranches horaires de soins, par exemple, et qu'on teste à l'intérieur de ces tranches horaires que les individus que l'on choisit, on peut avoir des parcours dont on peut penser que 80% sont réellement liés à un acte de soins. Par exemple, si on prend entre 8h et 9h30 et qu'on ne relève que l'activité des IDE, on sait qu'a priori 80% de cette activité faite entre 8h et 9h30, ce sont des parcours de bilan du matin, c'est le moment où les IDE vont faire leur prise de sang, et ainsi de suite. Et donc ça permet après de voir s'il y a des actes de soins qui sont plus ou moins attachés au lavage des mains. Alors ce que l'on peut savoir, c'est que ça va être un gros problème dans cette étude, d'ailleurs il va falloir les séparer à la fin, c'est que quel que soit l'acte qui est fait, la visite des médecins, on se lave toujours mieux les mains dans la visite des médecins que dans les autres actes de soins, quels qu'ils soient. D'accord ? Que les heures de repas, les heures de ménage, les toilettes, pansements, etc. Ce que l'on sait aussi, c'est que, par contre, les heures de repas, c'est là où on se lave le moins les mains, d'accord, de tous les autres actes de soins. Et c'est probablement ce qu'on avait déjà relevé avec Sophia, c'est que les heures de repas, c'est le moment où les filles apportent le plateau, et c'est très compliqué de se laver les mains quand on a un plateau dans les mains. D'ailleurs, la vraie question à se poser, c'est de savoir si est-ce que c'est vraiment nécessaire. C'est une vraie question. Finalement, on a essayé de regarder aussi, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement le lavage des mains est dépendant de l'activité du soignant, c'est-à-dire que notamment au niveau des toilettes, pendant qu'on fait les soins, il y a toujours une infirmière et une aide-soignante. Est-ce que finalement le fait qu'elles oublient quelque chose dans le couloir ou qu'elles laissent leur chariot dans le couloir, c'est-à-dire qu'elles entrent, qu'elles sortent, pour faire un même soin, finalement va gêner, impacter sur le lavage des mains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le laps, c'est chaque fois qu'un parcours est terminé avant de recommencer un autre parcours. Un parcours, c'est donc un parcours dans la chambre. Dès que vous sortez de la chambre, vous avez un nouveau parcours. Et donc on a regardé le laps de temps qu'il y avait entre ces différents parcours. Bien plus ce laps de temps est court et moins on se lave les mains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entrées-sorties et que si ces entrées-sorties, on ne se lave pas les mains. Est-ce que le personnel considère qu'il s'est lavé les mains une fois et que donc ça suffit? Possible, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans les laps courts, on ne se lave pas les mains. Donc l'idée de ça, c'est que si on organise le soin, par exemple sous forme de kit, c'est-à-dire qu'on prépare l'ensemble du soin en une seule fois, on va probablement diminuer les entrées-sorties et donc rentabiliser ou améliorer globalement le lavage des mains. Donc c'est la deuxième étape de ce que l'on va faire. On va organiser des kits de soins et on va mesurer effectivement cette modification des laps de temps. Alors, en gros, et pour conclure cette première partie, donc 5 mois, 14 900 parcours, 4 600 parcours à risque, c'est-à-dire là où on touche le patient, on est susceptible de le toucher, 50 variables, 1 million de données, 43 soignants. Ce que l'on voit, c'est que la désinfection avant contact, c'est 16% plus 6%, donc 22%, c'est quand même pas top. Désinfection après contact, 21%, et pas de désinfection du tout, c'est 56% des cas, ce qui est relativement important. Grande variabilité individuelle, ce qui va demander à ce qu'on ait une formation et une information ciblée, un impact architectural. Plus les parcours sont courts, moins la désinfection est pratiquée, plateau repas, médicaments. Plus il y a de soignants dans une chambre, plus ils se désinfectent les mains, ce qui est un effet d'entraînement.
Et il n'y a aucun rôle d'exemple. Il faudra tester avec le professeur Raoul pour savoir si ça marche bien avec lui. Parce que ça, en revanche, a été démontré, tu vois, sur la vaccination, et tout le monde n'a pas le même rôle d'exemple. Oui, l'effet entraînement a été pendant chaque de sa vie. Possible, il faut voir. Possible, je demande qu'à voir. Après, dans les perspectives, donc on est carrément à la fin de cette étude. Donc là, on voulait juste regarder l'axe entre deux parcours dans une chambre, dans une par chambre. Et puis on va attaquer effectivement l'étape multivariée. Bon, il est possible qu'un certain nombre de ces variables disparaissent là-dessus. Simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va vraisemblablement falloir après faire deux analyses différentes, une avec les médecins, une sans les médecins, parce qu'il y a un poids très très important, trop important des médecins par rapport à l'ensemble des personnes. Le futur donc, de Médian de Trace, c'est donc de modifier les architectures et de voir s'il y a un impact dessus, de faire les formations ciblées, de voir s'il y a un impact dessus, de réorganiser les soins, faire des kits de soins et voir s'il y a un impact, de faire un retour d'information qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on envoie des SMS maintenant régulièrement au personnel soignant en leur donnant leur niveau de lavage des mains, ça marche. Ça marche, alors ça marche, pour l'instant on est au début, mais ça marche. Accompagner le changement par notre anthropologue et mettre en place les alarmes sont mises en place. On va commencer cette année avec ces alarmes, avec deux types de mise en place des alarmes, soit des alarmes continues, c'est-à-dire elles vont sonner chaque fois que vous irez pas, chaque fois que vous allez près du malade et que vous ne lavez pas les mains, elles vont sonner. Et puis on va essayer de faire des alarmes intelligentes, c'est-à-dire de mettre en place les alarmes uniquement au moment où les actes de soins sont à risque, c'est-à-dire, par exemple, pour la période de midi, on va essayer de ne pas déclencher les alarmes pendant la période de midi. Créer des méthodes d'outils d'évaluation pour améliorer la pratique de l'isolement. Ça, ce sont deux choses qu'on a faites récemment avec deux observations par vidéo qu'ont fait les infirmières du service. Une première spécifiquement au cours d'une épidémie à Clostridium difficile, qui a révélé que pendant cette épidémie de Clostridium difficile, il y avait une gestion, on va dire, de la contagion qui était carrément catastrophique. C'est-à-dire qu'en pratique, même si les filles, enfin, si le personnel s'habille correctement à l'entrée des chambres, en pratique, ils ne comprennent pas l'utilisation des gants, c'est-à-dire qu'ils sortent la plupart du temps avec leurs gants, ils ne se déshabillent pas correctement, et il y a un gros problème de gestion. Cette première analyse qui avait été faite par Olga chez nous avec Jean-Christophe a été refaite et confirmée par Sophia sur un temps plus long, et on voit bien que quand on regarde Clostridium difficile, l'isolement de Clostridium difficile versus les autres isolements, il y a des trucs complètement paradoxaux, c'est-à-dire que en isolement Clostridium difficile, 51% des personnels portent des gants, alors que normalement ils devraient les porter tout le temps, et que quand ils les portent, en fait, ils sont 17,5% à les porter conformément au protocole, c'est-à-dire effectivement à suivre le protocole, notamment d'enlever les gants avant de sortir, etc. Donc il y a une vraie problématique des gants, et cette problématique des gants perturbe effectivement l'hygiène des mains, parce que comme on le voit quand il n'y a soit pas d'isolement, soit d'isolement type respiratoire, eh bien on continue quand même à mettre des gants, même de façon moins fréquente, puisqu'il n'y a que 12% qui en mettent, et bien entendu ça perturbe énormément l'hygiène des mains. Créer des méthodes d'outils d'évaluation pour réduire les actes invasifs, les cathéters, ça c'est dans un projet qui est en cours, un peu plus compliqué parce qu'il est techniquement un peu plus compliqué. L'idée c'est de mettre en place des cathéters intelligents, c'est-à-dire des cathéters qui vont, dès qu'ils vont être mis en place, signaler que le cathéter est sur une personne et envoyer des informations pour demander à ce qu'on vérifie que le cathéter soit enlevé s'il n'y en a plus besoin. Donc il va y avoir une discussion entre donc, le cathéter lui-même et le serveur. Donc pour l'instant où on en est en train d'essayer de trouver des solutions. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut plus utiliser de la radio, on est obligé dans la radiofréquence d'utiliser de la radiofréquence plus longues ondes, donc essentiellement de l'UHF. Le problème de l'UHF, c'est comme les ondes sont plus longues, la précision est moins grande et donc on a des problèmes d'interférence entre les chambres, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis on essaye de trouver parmi les puces, des puces que l'on puisse insérer dans le cathéter, ou proche du cathéter. Et là, actuellement, on a quelques problématiques qu'il faut qu'on règle. C'est qu'on ne peut pas mettre la puce sur la peau, parce que la peau, étant de l'eau, entre guillemets, ça empêche la transmission des ondes. Donc on a quelques petits bidouillages à faire pour arriver à mettre ça en place, mais on y est presque arrivé. Et on va probablement mettre en place très rapidement 2 chambres à l'hôpital Nord pour tester ce cathéter intelligent.
Le principe est le même. Donc dans une chambre, vous avez déjà le système médian, vous avez des antennes qui sont placées de façon différente, qui sont des capteurs UHF, et qui vont permettre de capter le cathéter qui va être placé sur le patient, et de transmettre l'information qui va être sur le cathéter. C'est un cathéter placé tel jour, telle heure, parti par telle personne, etc. Voilà, et puis comme vous l'avez vu pour ceux qui sont dans le service, on est accompagné dans cette étude par un anthropologue et qui essaye donc de suivre les personnels et d'anticiper un peu les comportements et d'essayer d'expliquer ces comportements. On a eu au début de cette mise en place des remarques assez sévères de la part du personnel concernant à la fois, on va dire, les innovations technologiques et la recherche elle-même à l'intérieur de l'unité avec des affiches de ce style. Le MIT ne cherche plus d'AS, il recherche tout court. C'est quelque chose qui a été relativement important, mais qui s'améliore a priori, pour lequel Clément est en train de faire une nouvelle analyse pour voir un peu l'évolution des comportements depuis le début de l'histoire. Voilà. Très bien. Ensuite,